Nous sommes évidemment très heureux de vous voir. Et moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, Monsieur Tremblay. J'ai parlé avec madame qui l'accompagne et qui l'aide dans son travail. Elle m'a dit, vous savez, c'est un professeur. Mais je lui ai dit, allez à l'essentiel. Alors, je lui répète ce qu'elle m'a dit de lui dire avant de lui céder la parole. Encore une fois, merci. Monsieur le Premier ministre Bouchard, Monsieur l'ambassadeur Northgrave, Messieurs les députés que j'ai connus à l'Assemblée nationale et Mesdames les collègues universitaires, dont certains viennent de l'Université Laval, de l'UQAM et évidemment de la Grande Université de Montréal. Je ne voudrais pas oublier de vous remercier d'être venu ce soir, braver les obstacles de la circulation de Montréal, et j'en sais quelque chose, je demeure à Vaudreuil et à chaque fois que je viens à Montréal, j'ai des difficultés. Je vous remercie aussi d'avoir quitté la campagne électorale qui est en cours, de vous libérer de cette campagne électorale qui, de la manière qu'elle se déroule, dans quelques années, on l'appellera la campagne du Père Noël 2018. Avec 4 partis qui se concurrencent et qui promettent au moins une promesse importante à chaque jour. Pendant 36-37 jours, bien, on va se retrouver avec 150 promesses à la fin. Et plus on est loin du pouvoir, si vous avez remarqué, plus les promesses sont coûteuses. Un des partis a promis 28 bouches de métro à raison de 25 milliards de dollars. Mais comme il n'a aucune chance de prendre le pouvoir, c'est une promesse vide. Ça nous rappelle un peu quand nous étions jeunes et que nous allions à des assemblées contradictoires, il n'y avait pas de télévision à ce moment-là. Je me rappelle quand j'étais petit garçon. Et à ce moment-là, on promettait soit un bout de route, soit un pont. Et pour des familles qui avaient plusieurs votes, ils pouvaient se négocier un réfrigérateur à être livré après les élections. Les promesses électorales remontent loin dans le temps. Pour ceux qui suivent la politique, il y avait le roi Henri IV qui était dans un conflit religieux entre les huguenots, les français, les protestants et les catholiques, et qui avait promis, pour s'attirer les faveurs du peuple, une poule dans chaque pot le dimanche. Et il se trouve que quelques siècles plus tard, il y a quelques années, un politicien canadien, dont je ne nommerai pas le nom, a promis du pot pour tout le monde chaque jour. Je voudrais remercier la grande maison de publication Fides, qui est la plus vieille au Québec, ça m'a été confirmé par le président tout à l'heure, d'avoir accepté de publier mon livre, La régression tranquille. Et je remercie non seulement le président, M. Claude Réaume, et je remercie surtout M. Michel Maillet, qui est le directeur de l'édition, que j'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui, parce que j'étais en Floride quand je lui ai envoyé le texte, et il n'a pas voulu venir me rencontrer. Je remercie aussi Colette Lenz, je pense qu'elle n'est pas ici, Mme Colette Lenz, avec qui mon épouse a beaucoup travaillé, parce que ceux qui ont le livre, j'en ai pas de copie moi-même, mais la page couverture, on aurait cru que ça aurait pris deux heures à régler les autorisations de publication. Or, ça a pris 1 mois, même s'il s'agit de photos de premiers ministres officiels, pour lesquels
le Trésor public a payé. Mais comme les droits appartiennent aux photographes, et dont un était décédé, évidemment, c'était très difficile d'obtenir les autorisations, surtout au fédéral. Au provincial, c'était correct. Mais au fédéral, c'était très, très, très difficile. Et Mme Lenz et mon épouse ont travaillé très fort pour cela, et je les remercie pour leur travail. M. David Sénéchal, qui était ici, il est là, est responsable de la distribution avec Gallimard. J'ai vu la représentante de Gallimard tout à l'heure. Et M. Daniel Tremblay, qui est le publiciste, ont formé une équipe fantastique pour publier le livre, mais aussi maintenant en faire la publicité. Il y a 48 ans, un demi-siècle, je publiais en octobre 1970, en pleine crise d'octobre, ce qu'on a appelé la crise d'octobre, avec Jacques Hébert, les éditions du jour, un petit fascicule qui s'appelait Québec indépendance et marché commun Québec-États-Unis. 10 ans plus tard, il y a eu le référendum du 20 mai 1980 sur la souveraineté association, et 18 ans par après, avec M. Brian Mulroney et le président Reagan des États-Unis, le traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis a été signé. Mais une chose qu'on ne connaît pas au Globe and Mail ou dans les journaux anglophones, c'est que sans le Québec, cette entente n'aurait jamais eu lieu parce que le Parti conservateur, à ce moment-là, a eu quelque chose comme 68 sièges, ce qui lui a donné la majorité, alors qu'en Ontario, on avait voté contre le libre-échange. Maintenant, M. Trump est en train de tout détruire, mais il y a quand même une chance sur 10 qu'une entente en vienne après les élections du 6 novembre aux États-Unis. Je remercie aussi la Chambre la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous a offert ces locaux très luxueux avec vitraux et tout. Et on est ici dans le salon de Jacques Vigée. Il y a le salon Louis David, mais il y a aussi le salon de Lionel Groulx, qui est plus petit et qui n'est pas utilisé ce soir. Avec un titre semblable, il est difficile de rendre un hommage plus grand au chanoine Lionel Groulx. Et ce qui est frappant dans le cas de Lionel Groulx, c'est que ça a été celui qui a préparé la Révolution tranquille. C'est lui qui a commencé à appeler le Québec, non pas une province, mais l'État du Québec. C'est lui qui a parlé de maître chez nous, qui a été le slogan de l'élection de 1962 pour la nationalisation de l'électricité. Donc, c'est une personne qui, pendant 40 ans, a beaucoup fait pour réveiller la conscience des Québécois et des Québécoises. Le hasard a voulu que Carole et moi, nous revenions de nos études en Californie en juillet 67. Or, Lionel Groulx est décédé en décembre 67, donc je ne l'ai jamais rencontré. Mais nous avons acheté une propriété sur la même rue que la maison familiale de Lionel Groulx, à quelques centaines de pieds, quelques centaines de mètres. Et Aline est notre voisine aussi, des Rochers. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans la même atmosphère que respirait Lionel Groulx. Et avant de quitter ce thème de Lionel Groulx, j'aimerais le citer. Je le cite dans le livre à la page 273. Notre nation, si petite soit-elle, n'a pas l'obligation, encore moins le devoir, d'accepter le génocide par complaisance pour un plus puissant. Le droit des petites nations à la vie n'est inférieur en rien au droit des grandes nations. C'est un principe qui est consacré dans la Charte des Nations unies, que ce n'est pas l'importance des nations qui compte, mais c'est le fait qu'ils aient une identité et une volonté de vivre. Malheureusement, les Nations unies, présentement, sont en déclin parce que le pouvoir qui est le plus important, qui était derrière les Nations unies, les États-Unis d'Amérique, ont préféré utiliser l'OTAN comme organisme international pour justifier des opérations internationales. Donc, on demande souvent à un auteur
Pourquoi vous écrivez ce livre? La première raison, c'est que je suis à la retraite, j'ai rien d'autre à faire. Et que, comme on veut se garder le cerveau agile, ben, il faut écrire et lire Vigile. Je vois le fondateur de Vigile.Québec, que je lis à chaque matin, parce c'est un site que je vous encourage à lire, parce qu'il y a de très bons articles quotidiennement. Le pourquoi, évidemment, c'est parce que la mémoire est une faculté qui faiblit. Même nous, on oublie les détails de ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Et la moitié de la population n'était pas née en 1980, par exemple. Donc, il est bon que l'on rappelle des faits fondamentaux de l'histoire du Québec. Et peut-être que dans les écoles, je ne sais pas si on enseigne assez judicieusement l'histoire récente du Québec. L'autre chose, c'est que j'aimerais situer le livre dans la perspective historique du Québec. Mon épouse a eu la gracieuseté de faire ce petit tableau que vous ne retrouverez dans aucun livre et qui montre qu'au cours de l'histoire du Québec, si je laisse de côté les 2 siècles et demi de la Nouvelle-France pour regarder uniquement les chocs ou les ruptures qui se sont produites à compter de 1760, on se rend compte qu'il y a eu 3 grands chocs ou brisures dans l'histoire du Québec. Une brisure, c'est quand l'histoire prend un cheminement différent de ce qu'il avait l'habitude de suivre. Et ça va m'amener au sujet de mon livre qui traite de la 3e rupture. La première rupture, évidemment, ça a été les attaques militaires de l'Angleterre contre la Nouvelle-France. Et ça s'est produit en 1759, les plaines d'Abraham et tout cela. Ça a résulté aussi à la proclamation royale de 1763. Et ça a été suivi d'une régression importante de la population. Toute l'élite francophone française, quand je dis toute l'élite, la plupart des élites sont retournées en France, et les fermiers, les laboureurs, les Québécois, à ce moment-là, on les appelait les Canadiens. Ils ne s'appelaient pas Canadiens français parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes que les Français au Québec. Quand on dit que le Québec n'est pas une société distincte et que ce n'est pas un des peuples fondateurs, il y a un temps où il n'y avait que les Canadiens. Et le club canadien de hockey prend part de ce nom. Les Québécois, c'était les Canadiens. Régression suivie d'un redressement partiel à cause d'un coup de chance. La guerre d'indépendance grouillait aux États-Unis. Il y avait 1,5 million d'habitants en Nouvelle-Angleterre, il y en avait 60 000 en Nouvelle-France, pour un territoire qui partait de Terre-Neuve jusqu'à la Louisiane d'aujourd'hui. Toute la vallée du Mississippi, la vallée de l'Ohio faisait partie de la Nouvelle-France. Les Appalaches étaient le point qui bloquait l'expansion vers l'ouest des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre. Et à cause de cette crainte, et Benjamin Franklin était venu à Montréal en 1776 pour persuader les Canadiens de devenir le 14e État des États-Unis. Et dans la première Constitution américaine, l'article 11, c'est bien dit que le Québec peut joindre n'importe quel temps les 13 communes. Dans la Constitution de 1787, on avait enlevé parce que le clergé était contre cela, et ça aurait été d'ailleurs, à mon avis, une erreur de se fondre dans le tout. Donc l'acte de Québec a été passé en 1774 parce que l'Angleterre avait peur de ce qui se passait en Nouvelle-Angleterre. Ça a été un coup de chance pour les Canadiens français du temps. Suivi 8 ans ou 9 ans plus tard, en 1791, par l'octroi du gouvernement responsable sous
d'un gouverneur qui avait le dernier mot, mais on pouvait percevoir des impôts et faire des dépenses courantes, administratives et autres. Donc ça a été une première dans le cycle qu'on revoit. Une brisure, une rupture, donc, suivie d'une régression qui a pu durer de 25 à 100 ans. Après ça, un redressement partiel. Et ça s'est produit au 18e siècle. Au 19e, il y a eu une brisure à chaque siècle. Hein. Au 19e siècle, on a eu un autre choc, une autre brisure importante. Ça venait du temps que les loyalistes ou les royalistes américains ont commencé à se déplacer vers le territoire contrôlé par l'Angleterre, qui était le Canada. Ils sont venus en Ontario, mais ils sont venus dans les cantons de l'Est aussi. Et comme ils se croyaient chez eux, ils poussaient les Canadiens et on les évinçait, on les exaspérait en quelque sorte, en leur posant des bâtons dans les roues pour avoir des terres. Donc, en 1837-38, révolte contre l'Empire britannique. Malheureusement, c'est une révolte qui n'a pas suivi l'exemple des Américains. Les Américains, Thomas Jefferson en tête, et Benjamin Franklin, est allé en France rechercher l'appui militaire de la France. Ce qui a été accordé, le général Lafayette, le parti de Lafayette, est allé avec des soldats aux États-Unis pendant que la marine française empêchait la marine britannique de bombarder Boston ou New York, les grandes villes américaines. Et d'ailleurs, si vous allez au Capitole des États-Unis, vous allez à la Chambre des représentants, il y a une énorme photo, un tableau de George Washington, et à côté, vous avez un tableau de même importance du marquis de Lafayette. Donc les Américains savent bien que sans l'appui de la France, sans l'appui militaire de la France, peut-être que la révolte n'aurait pas réussi. Elle aurait pu réussir plus tard, mais elle n'a peut-être pas réussi en 1776. L'erreur des leaders des patriotes, c'est d'avoir fait une révolution, une révolte contre la première armée du monde, sans appui extérieur. Sans appui extérieur. Donc, il y a eu une régression très sévère après cet échec. Ça conduit à l'acte de l'Union, où on a aboli le Parlement du Québec qu'on avait depuis 1791. On a fait un seul Parlement du Canada uni, avec l'Ontario qui avait une population beaucoup plus faible que celle du Québec, mais les dettes ont été partagées également entre les deux. Donc, c'était de la régression fiscale, si vous voulez dire, si on peut dire. Et cette régression a conduit au minimum jusqu'en 1867, l'acte de l'Amérique britannique du Nord, la loi britannique, etc., qui était en partie une rectification, puisque le Québec a retrouvé son Parlement et tout ça, mais il était devenu minoritaire au Canada. Et le fondateur du Globe and Mail, qui à l'époque était, j'en parle dans le livre, George Brown, a dit à sa femme dans un courrier qui est devenu public, les Français viennent de devenir minoritaires au Canada. On les a eus. Donc, l'acte de l'Amérique britannique du Nord peut être vu comme étant un redressement de ce qui existait auparavant, mais d'autres peuvent voir que c'était le verre dans la pomme. Hein? Quand vous devenez minoritaire, ce n'est plus vous qui dirigez en dernier ressort. Et il est sorti le rapport de Durham en février 1839 qui recommandait l'immigration massive pour rendre les francophones, les Français, minoritaires. Et c'est ce rapport, malheureusement, dont les journalistes ne parlent pas, c'est ce rapport de Durham qui est ressorti, et j'en parlerai un peu plus tard, j'en parle dans le livre, j'en parlerai dans le troisième choc aux ruptures qui s'est produite. Donc, cette répression a duré non seulement jusqu'en 1877, mais ça a duré jusqu'en 1940. Parce que pendant 100 ans, les leaders patriotes ayant été discrédités, c'est l'Église catholique qui est devenue le gouvernement de facto des Canadiens français. C'est lui qui dirigeait les écoles, qui dirigeait les hôpitaux.
L'autre petit gouvernement provincial faisait des routes, des bouts de route et tout ça, mais le vrai gouvernement avec qui les Anglais négociaient, c'était le haut clergé. Et ça a duré pendant 100 ans jusqu'en 1940. Je disais, Richard Lehir tout à l'heure, que la période de noirceur qu'on a voulu acculer à la période de l'Union nationale du Duplessis de 1945 jusqu'à 1959, c'était pas une période de noirceur. La vraie période de noirceur, c'était 39 ans de régime libéral, surtout Tachereau en dernier, qui a été une période terrible pour le Québec. Et l'état des fermiers québécois, des agriculteurs, était misérable. Hein. Ça ne rien. Et on a perdu, quelques décennies auparavant, 1 million, presque 1 million de population qui s'est en allée en Nouvelle-Angleterre. Ce qui explique pourquoi aux États-Unis, vous avez 12 à 15 millions d'Américains qui dépendent de leurs ancêtres canadiens, français ou québécois. Donc le livre commence ici. Je rends un hommage évidemment à la grande épopée des Français d'Amérique contrôlant les 2 tiers du continent, mais je ne peux pas écrire un livre qui a 1000 pages, donc en 340 pages, on commence ici en 1980. 1980, évidemment, le choc, c'est le référendum de 1980, du 20 mai 80. J'ai parlé à un collègue récemment, qui était au Conseil des ministres, alors que j'avais quitté au mois de septembre. Moi. Je voulais créer une banque d'affaires, genre hedge funds, comme on a aux États-Unis, pour garder le contrôle de nos principaux joyaux économiques, et ça n'avançait pas. Donc, je n'étais plus au gouvernement. Mais ce collègue m'a dit que les sondages étaient de 39% avant le référendum de 1980. Et il s'était produit 3-4 événements majeurs, très négatifs. Le gouvernement de John Clark avait perdu le pouvoir en septembre, au début de décembre 1979. Ils avaient fait une erreur de croire que des députés créditistes, il y avait 6 députés créditistes, allaient voter pour eux sans leur donner ce qu'ils exigeaient, ils faisaient des fonds de recherche et tout cela. Le gouvernement conservateur s'effondre. Trudeau, Pierre Elliott, avait démissionné en novembre, début novembre, revient de sa retraite pour prendre la direction du Parti libéral fédéral. L'élection est établie, est fixée au 18 février 1980. Le Parti libéral rafle 74 sièges sur 75. Il y a seulement Croix Lassalle à Joliette obtient 68% des votes. Alors, qu'est-ce que vous faites comme gouvernement si vous avez des sondages qui disent que vous avez 39% et que votre adversaire présomptif dans un référendum vient d'en avoir 68 avec les mêmes électeurs? On m'a dit au Conseil des ministres qu'on a suggéré de faire porter le référendum sur des principes de recouvrement des pouvoirs. Mais ça n'a pas été retenu parce qu'on a eu peur du parti. Le parti va nous critiquer. Oui, mais quand la patrie est en jeu, entre le parti et la patrie, on choisit la patrie. Donc, c'était une erreur magistrale. Et je le dis dans le livre, sans méchanceté, mais ça a été une grave erreur. Parce que de là sont sortis comme une boîte de Pandore, toutes sortes de mots pour le Québec, et qui nous ont lancé dans la régression dans laquelle nous sommes. Bien, les gens ne se rendent pas compte combien on est en régression. Ils ne s'en rendent pas compte, ils écoutent les nouvelles de Radio-Canada, ils lisent les journaux. On regarde, quand on veut regarder la forêt, il faut sortir des arbres. On regarde les arbres, la forêt nous montre qu'on est en danger présentement. Et c'est le message du livre. Donc, régression qui est en marche présentement, consacrée par l'acte constitutionnel de 1982. Ce qui est important en 1982, après la nuit des couteaux du 4 et 5 novembre 1981, c'est que le gouvernement britannique a transféré ses pouvoirs coloniaux au gouvernement canadien. Il a passé la loi, l'acte constitutionnel de 1982, avec un addendum. Le gouvernement canadien, maintenant, prend le contrôle de cette loi.
avec une traduction en français qui n'est pas officielle au Parlement de Londres. Avec ce transfert, Pierre-Éliott Trudeau réalisait son grand rêve, c'est-à-dire rapatrier la Constitution, et non seulement la rapatrier, s'il n'avait fait que cela, même contre l'avis du gouvernement en place du Québec, ça aurait pu être acceptable. Mais il l'a fait en la modifiant considérablement, en rajoutant la Charte des droits et libertés, et qui est une copie des amendements de la Constitution américaine qui garantit des droits. Et cela, évidemment, ça touchait au Code civil québécois, qu'on avait obtenu en 1774, le régime seigneurial qu'on avait obtenu en 1774, le droit sur les langues. Quand le Québec était majoritairement et presque totalement français, la langue officielle du Québec, c'était le français. Mais depuis 1982, avec la clause Canada cette clause dans l'acte constitutionnel, le Québec ne contrôle plus la langue, parce que la Cour suprême du Canada, qui est la Cour d'un gouvernement qui est en conflit avec d'autres gouvernements, a tendance, comme disait Duplessis, à pencher comme la Cour de Pise, toujours du même côté. Donc, cette régression est en marche. Combien de temps va-t-elle durer? Je ne sais pas. Mais tous les efforts qui ont été faits pour la redresser, cette rupture, évidemment, il y a eu 2-3 efforts. L'effort le plus important, c'est l'accord du Laclais, auquel M. Bouchard a été très intimement lié, et qui, évidemment, a échoué au matin du 23 juin 1990. M. Bourassa s'est essayé avec la commission Bélanger-Campeau à faire un référendum sur l'entente de Charlottetown qui ne taisait personne. La preuve, c'est que ça a été battu dans un référendum au Québec, battu dans le reste du Canada. Et finalement, 1995, encore là, où M. le Premier ministre Bouchard a été très intimement lié, et je lui donne raison dans la stratégie du référendum de 1995. Comme a dit saint Thomas d'Aquin, un chef d'État qui veut faire une sécession ou une révolte est mieux d'être certain de gagner, parce que s'il ne gagne pas, c'est le peuple qui va payer. Et on est retourné dans une régression depuis 1995, et la régression continue, la loi de la clarté, mais il y a un peu d'espoir quand même à l'horizon. Le gouvernement de Lucien Bouchard, avec son ministre Joseph Facal, a quand même fait adopter, je pense à l'unanimité, la loi 99, qui est une charte des droits internationaux du peuple québécois, qui a été contestée en Cour supérieure et qui a été maintenue. Maintenant, il reste le test de la Cour suprême. On ne peut pas être très optimiste quand on connaît l'histoire, surtout quand on connaît comment Bora Laskin a fait du lobbying à Londres pour faire passer le rapatriement. Il y a raison d'être craintif, et du moins d'être très attentif. Donc, quand les redressements qu'on a essayé en 90, en 92 et en 95, ça manque. Est-ce qu'il y a un autre redressement qui s'en vient dans l'avenir? Je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas de redressement, comme le gouvernement fédéral, c'était la même chose avec Harper, mais encore plus fortement avec M. Trudeau, fils, a adopté la position du rapport de Durham, qu'il faut absolument avoir une immigration ouverte, légale ou illégale. La proportion des Québécois francophones au Québec va diminuer continuellement. On est 79%, nous étions 87% en 1960, et on prévoit que dans 12 ans, ce sera 71. Donc, vous voyez la tendance, là, qui pose un défi énorme aux dirigeants du gouvernement québécois, qui que soit, qui sera élu le 1er octobre. Donc, le livre veut mettre en
évidence cette régression dans laquelle nous vivons sans trop le sentir, parce que nous sommes un peu comme des homards dans l'eau tiède. Est-ce qu'on peut stopper cette régression? Est-ce qu'on peut prendre des mesures? J'en donne un certain nombre dans le livre. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et souhaitons qu'on puisse le faire. Je vous laisse sur deux citations de deux grands penseurs dans l'histoire, des auteurs célèbres. Un, c'est Alexandre Solzhenitsyn, le penseur russe, qui disait « Pour détruire un peuple, il faut d'abord détruire ses racines, ou ses connaissances de son histoire. » en fait. L'autre, c'est Victor Hugo. Il y avait 1 million de personnes aux funérailles de Victor Hugo en 1885. Il disait « Non, il n'y a pas de petits peuples. Hélas, il y a de petits hommes. » Souhaitons que nous ayons des politiciens qui soient à la hauteur de nos besoins de survie et de progrès dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup.